Il paraît que l'Europe n'est pas au meilleur de sa forme, surtout qu'elle vient de bouder, disons comme ça, depuis la semaine dernière, un de ses principaux clients, notamment, du moins en histoire de panneaux solaires, la Chine. Et oui, l'Empire du Milieu est le principal fournisseur de panneaux solaires ici, de ce côté de l'Europe. Mais par ailleurs, l'Empire du Milieu, qui aime bien le vin de Bordeaux, risque de vouloir sanctionner la sanction du panneau en sanctionnant les vins de Bordeaux. Enfin bref, en réponse à la taxe imposée à l'importation des panneaux solaires chinois, la Chine a donc annoncé à son tour l'ouverture d'une enquête anti-dumping et anti-subvention contre le vin en provenance de l'Union européenne. Voilà qui risque d'entraver fortement les échanges entre les deux pays. Voilà ce que l'on appelle, et c'est beaucoup à la une de vos journaux ce matin, une guerre commerciale. À la Croix par exemple, face à la Chine, l'Europe hausse le ton, l'Europe cherche à rééquilibrer ses échanges avec la Chine, ou encore guerre commerciale dans les pages économie du Figaro. Pékin sème la zizanie entre Paris et Berlin. Et oui, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord en Europe sur la manière qu'il y a de répondre aux panneaux solaires à bas coût chinois, faut-il ou non user de ce que certains, pour sauver le commerce international et notamment européen, user d'un protectionnisme que tant réclament, ou au contraire, faut-il laisser le libre échange s'installer entre pays pour davantage sauver notre commerce? Pour essayer de répondre à toutes ces questions qui sont urgentes, pour faire référence à votre livre, Jacques Attali, Urgence française, que vous avez sorti chez Fayard, nous aimerions essayer un peu de décrypter cette actualité-là, sachant que Brice Couturier abordera à 8h15 tous les autres aspects de votre livre. Mais au fond, que se passe-t-il? D'abord, qu'entend-on par guerre commerciale? Est-ce qu'elle concerne uniquement des entreprises? Est-ce qu'elle concerne des entreprises et des États? Ou encore, y a-t-il un autre paramètre qu'il faut prendre en compte? Et ce sont-elles les nouvelles guerres d'aujourd'hui, celles qui ne font pas de sang, mais qui feront d'autres types de morts économiques, Jacques Attali? On va d'abord partir de cette petite affaire et puis essayer ensuite... Petite affaire, vous dites-vous? Oui. Bon. Et puis ensuite l'élargir pour comprendre vraiment les enjeux. Oui, petite affaire, parce que bon, ça fait les titres de l'actualité, parce que vous n'avez rien de plus urgent à mettre en titre, même si, à mon avis, le gaz sarin en Syrie, c'était... Si, ouais, on l'a fait, mais bon, c'est hier. Mais le plus important, petite affaire, parce que ça concerne des montants qui sont modestes, mais affaire très significative qui amène à rappeler quelques faits. D'abord, la politique commerciale ne dépend pas des États. C'est un des rares domaines qui dépend de la Commission et de l'Union. Et donc, un pays ne peut pas décider tout seul de faire du protectionnisme ou pas. Donc, c'est une décision de la Commission, qui est d'ailleurs une décision provisoire et qui devrait être approuvée ou démentie par une majorité des pays membres de l'Union, des 27. Elle ne sera sûrement pas approuvée. Donc voilà, une petite bulle de savon. C'est pour ça que je dis une petite histoire, parce que cette guerre commerciale-là, à mon avis, elle n'aura pas lieu, parce qu'on n'aura pas un accord européen pour maintenir ce protectionnisme-là. 17 pays sont hostiles, 17 pays européens sont hostiles. Donc c'est presque terminé d'avance, donc cette histoire n'aura pas lieu. C'est pour ça que je dis que c'est une petite histoire. Deuxièmement, faire du protectionnisme, ce n'est pas en soi désastreux si ça s'accompagne d'une politique industrielle. C'est comme l'ont fait de nombreux pays, comme l'a fait la Grande-Bretagne, la France, la Corée, le Japon aujourd'hui, la Chine. C'est-à-dire on protège une industrie naissante pour lui permettre de croître. Et puis quand elle est devenue vraiment compétitive, on lui permet d'affronter le marché. C'est ce qu'ont fait tous les grands pays. Mais les Européens ont cette tragédie d'avoir en commun une politique commerciale, mais pas en commun une politique industrielle. Donc il faut une politique commerciale qui est dans le vide, puisque leur seul objectif, c'est de réduire les frontières, les barrières douanières à l'égard des autres. Parce qu'elle n'est pas soutenue par une activité industrielle. Non, parce qu'elle n'a pas de volonté, parce qu'idéologiquement, elle ne veut pas d'une politique industrielle. Idéologiquement, elle est libérale, donc sa politique commerciale, c'est d'ouvrir les frontières, et sa politique industrielle, c'est le libre marché. Si nous avions eu, il y a 3, 4 ans, 5 ans, une politique industrielle des panneaux solaires, nous aurions fait ce tel protectionnisme-là. Alors, il y a eu une politique fiscale du panneau solaire qui a été abandonnée, oui, mais pas vraiment industrielle. Il y a eu dans certains pays une politique fiscale, mais il n'y avait pas eu une politique industrielle. Si nous avions eu en Europe, il y a quelques années, décidé, bon, le solaire c'est très important, on fait une politique de promotion d'une industrie, et on essaye d'ailleurs, en pensant autrement les règles de la concurrence, d'avoir des grandes entreprises européennes transnationales dans ce domaine, on aurait pu utiliser l'arme du protectionnisme provisoire comme une façon de construire une industrie. Mais on ne l'a pas fait du tout. Donc aujourd'hui, on a
le pire des deux mondes, puisqu'on fait à la fois une politique protectionniste qui nous protège de rien, et en fait, on n'a pas d'industrie à protéger, puisque nos industries, dans le domaine du solaire, sont pratiquement tous mortes, donc ça sert à rien. Et c'est qu'elles sont même en train de mourir. Oui, que ceux qui sont concernés aujourd'hui, ça ne leur fait rien du tout, cette histoire de titre de journaux, effectivement, parce qu'ils considèrent que leur boîte, de toute façon, est en train de péricliter. Ça ne sert à rien. Donc c'est une absurde. Alors, rentrons plus largement. Il est vrai qu'aujourd'hui, d'abord, on peut se demander si le protectionnisme a le même sens qu'avant, parce que dans certains domaines, en effet, les pays continuent à produire des choses en entier. Et dans beaucoup d'autres domaines, l'interdépendance est considérable. Par exemple, les Allemands n'ont pas intérêt à un protectionnisme sur les panneaux solaires, parce que c'est eux qui vendent aux Chinois les machines qui permettent aux Chinois de faire des panneaux solaires. Donc en fait, les panneaux solaires chinois sont en partie allemands. Et c'est vrai dans pratiquement maintenant un très grand nombre de produits qui ne sont plus du tout des produits nationaux. Il y a des produits qui sont fabriqués dans 10, 15, 20, 30, 40, même des produits les plus simples de notre vie quotidienne, qui sont fabriqués dans 50 pays différents, avec des allers-retours, des mouvements, etc. Donc il y a vraiment une économie globalisée qui fait que le protectionnisme, c'est une façon de se tirer dans le pied. Parce que nous sommes dans un... Donc, qu'on le veuille ou non, on l'a accepté, une globalisation, et je répète ça de façon très systématique dans mon livre comme ailleurs, nous avons accepté une globalisation des marchés sans globalisation de l'état de droit. Oui, alors... Comme on le voit avec ce qui s'est passé d'ailleurs au Bangladesh, où sans globalisation de l'état de droit, il y a un droit du travail honteux qui a permis à des gens de mourir dans des conditions épouvantables parce qu'on leur a amené à travailler pour nos produits bon marché dans des conditions affreuses. Mais alors, est-ce que cela induit tout de même qu'il y a un déficit ou une déresponsabilisation de la question du politique? Quand vous dites bon, que cette affaire, au fond, est une petite affaire, mais tout de même, gardons encore cet exemple, parce qu'après tout, elle est intéressante sur le symptôme. Qui va perdre? La parole politique d'un affrontement, par exemple, François Hollande, Angela Merkel, sur... Non, mais ça, c'est de l'anecdote. Où est-ce que c'est la Commission? Ça, c'est de l'anecdote. La réalité profonde, c'est que nous avons une économie mondiale globalisée et que nous n'avons pas d'état de droit global. Tant qu'on est dans ce paradoxe et qu'on n'accepte pas de vouloir un état de droit global qui nous mette en place, je ne dis pas un gouvernement mondial, tout ça est illusoire, mais au moins des règles de droit qui soient communes à tout le monde, on aura cette tentation permanente, incident après incident, d'un retour au protectionnisme. Et si je peux me permettre de citer le livre pour lequel je suis venu ce matin, je dis ceci comme un grand risque. Le risque, c'est que 2013 ressemble à 1913. C'est que nous ayons un engrenage de protectionnisme par refus de solutions globales. Et que cet engrenage de protectionnisme nous entraîne progressivement dans une récession encore plus grande par ces conflits de toute nature et stupides, suicidaires qu'entraîne le protectionnisme, et qu'entraîne ensuite une vraie guerre. Comme exactement après la crise de 1907, on a mis en place des protectionnismes qui progressivement ont entraîné une vraie guerre. Donc là, ce sont des petits signes qui peut-être resteront comme des petits signes d'une réponse de faiblesse, parce que le protectionnisme sans politique industrielle, c'est absurde. Vous dites qu'il faudrait idéalement que ce que l'on nomme communauté internationale se dote des moyens de combattre les diverses formes de protectionnisme. Mais bien sûr, le protectionnisme, il est à la fois proprement direct sur les droits de douane, mais il est dans les normes techniques en permanence, il est dans la dévaluation monétaire qui est une forme de protectionnisme, évidemment. Il est dans toutes les façons diverses d'éviter que les uns et les autres entrent. Et aujourd'hui, on voit monter partout dans le monde ces différentes formes de protectionnisme. Partout, au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon, en France, partout. On peut quand même comprendre en même temps la tentation protectionniste quand il s'agit de dénoncer des lois économiques ou de production qui ne sont pas... la question du dumping, par exemple, du dumping des Chinois sur la vente à perte de leurs panneaux solaire. On peut dire ça du point de vue du producteur, mais on ne peut pas dire ça du point de vue du consommateur. Or, aujourd'hui, n'oubliez pas ce théorème de base. Tout électeur est consommateur, seulement la moitié des électeurs sont des travailleurs. Donc le politique a intérêt à favoriser le consommateur. Et le consommateur, il n'a pas intérêt au protectionnisme, puisqu'il a intérêt à acheter des produits bon marché, d'où qu'ils viennent. Et le chômage est une conséquence de cela. C'est que nous réagissons plus en consommateur qu'en producteur, et que l'homme politique, lui, s'intéresse plus aux consommateurs qu'aux travailleurs. Agnès Bella-Sicléré. Oui, je voudrais même aller plus loin que ce que dit Jacques Attali. On pourrait considérer qu'avec les subventions aux panneaux solaires, la Chine subventionne notre transition énergétique.
puisque c'est finalement c'est l'État chinois qui va payer le fait que sur chaque panneau solaire importé, eh bien, voilà, on va le payer moins cher. Donc du coup, ça va, toute chose égale par ailleurs, réduire notre prix de l'énergie et donc augmenter la compétitivité dans d'autres secteurs. Donc c'est comme ça que résonnent tous les gens qui sont opposés au protectionnisme. Et c'est un peu malheureux que, évidemment, l'Europe est la première puissance commerciale mondiale, une puissance respectée. C'est un peu malheureux qu'on soit en ordre dispersé sur cette question, mais sur le fond, il y a un vrai point là qui est... Cet ordre dispersé, tout de même, il est significatif de quoi? Quand justement Jacques Attali rappelle qu'il faudrait peut-être une gouvernance un peu plus, on va dire, équilibrée et homogène, notamment au sein de l'Europe, là on voit bien que tout de même il y a des intérêts extrêmement différents, à tel point que certains commentent le fait que Merkel, au fond, défend ses intérêts contre l'Europe, tandis que d'autres diront qu'avec le protectionnisme, on défend l'intérêt européen au détriment de l'intérêt allemand. Mais encore Qui une fois, défend quoi? Encore une fois, pour défendre l'intérêt européen, il faudrait que l'intérêt européen soit défini globalement. L'intérêt européen, c'est pas seulement un protectionnisme de principe, c'est un protectionnisme qui aurait du sens en termes de construction d'une industrie européenne. La seule industrie européenne qu'on a construite et qui aujourd'hui est tellement menacée, même si les gens ne s'en rendent pas compte, c'est Airbus. Aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire Airbus parce que les règles ayatolesques de la Commission en matière de concurrence nous interdiraient de faire cela. Mais en matière de télécommunications, par exemple, nous sommes le continent qui a le plus d'opérateurs télécoms, ce qui est absurde. Il faut évidemment les regrouper et leur permettre de devenir des grands acteurs internationaux en maintenant la concurrence. En matière d'énergie renouvelable, il est essentiel de sortir des énergies fossiles, absolument essentiel. Mais pour ça, il faut une politique industrielle pour pouvoir fabriquer les outils de cette politique d'énergie renouvelable. Ce que font les États-Unis. Ce que font les États-Unis avec beaucoup d'intelligence et avec pas mal de protectionnisme. Ce qu'ont tenté de faire les Allemands à un moment, mais comme nous avons décidé, à mon avis à juste titre, de donner la politique commerciale à l'Union européenne, nous n'avons malheureusement pas donné la politique industrielle à la politique européenne. Et en réalité, nous sommes un Gulliver empêtré. Il faut aujourd'hui passer à une autre étape où la politique industrielle est définie par l'Union européenne. Et sinon, si on n'en est pas capable, il n'y a aucune raison de garder une politique commerciale commune. Agnès Benassi-Carré. Oui, on pourrait penser, du point de vue industriel, on peut avoir le raisonnement suivant, se dire que... Est-ce que les vins de Bordeaux, vous les mettez dans la politique industrielle? Ah oui, complètement. Après tout, oui, parce que c'est là l'industrie, que ça fait mal apparemment. L'industrie aujourd'hui, c'est des services surtout. Voilà. Si on raisonne au niveau de l'industrie des panneaux solaires, on dit qu'il y a une surcapacité au niveau mondial et l'industrie européenne est condamnée. Et donc, il ne faut surtout pas continuer à financer cette industrie. Il faut l'aider à se réduire, réduire ses capacités. Mais... Et ça voudrait dire qu'on pourrait commencer par revoir le tarif de revente de l'électricité à EDF, parce que finalement, on va continuer à subventionner... Tarif qui doivent augmenter, que le gouvernement a bloqué pour l'instant, mais qui doivent augmenter, je vous rappelle. Non, le tarif de revente, lorsque vous produisez de l'électricité solaire, vous pouvez revendre à EDF à un certain tarif. Et donc, en fait, nous subventionnons l'industrie chinoise du panneau solaire. Donc, au lieu de taxer les panneaux solaires, on pourrait commencer par revoir ce tarif qui est non discriminatoire. Les Chinois ne pourraient rien dire, et ça reviendrait au même, finalement. Oui, mais ça reviendrait à ça reviendrait à réduire l'usage du solaire en France, ce qui n'est pas forcément une bonne méthode. Aujourd'hui, il faut ou relancer une politique industrielle de production de panneaux solaires européens, ou accepter que la production de panneaux solaires vienne de Chine et faire comme les Allemands, c'est-à-dire produire pour les Chinois les machines les plus sophistiquées qui leur permettent de faire des panneaux solaires. Mais c'est absurde. Le panneau solaire est un objet de très basse qualité technologique qui n'est pas quelque chose qu'il faut défendre en soi. Il faut aller de l'avant dans les productions de produits nouveaux. Il y a des panneaux plasmiques qui vont être extrêmement importants dans l'avenir. Enfin, il faut pas... Tout ça, c'est de l'agitation politicienne qui n'a aucun intérêt au regard des grands enjeux de l'avenir. Dans votre livre, Jacques Attali, vous dites notamment que, par exemple, aussi, un président de la République, aujourd'hui, il n'a plus les pouvoirs qu'il avait avant. Est-ce qu'il a encore au moins le pouvoir, vaguement, d'aider à quelque chose sur la question d'une politique commerciale ou industrielle? Le président de la République est pour 3 jours au Japon. Est-ce qu'il est là, au fond, comme on ironisait à l'époque de Nicolas Sarkozy, tout de même le meilleur VRP d'une sorte de marché, d'économie D'abord, il a fait ce qu'il avait à faire en matière de commercial, puisqu'il a demandé une réunion des 27. C'est la seule chose qu'il puisse faire, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une politique nationale, c'est une politique des 27. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est demander une réunion des 27. Sur le Japon est une grande nation. Il y a beaucoup d'autres problèmes avec le Japon que la question commerciale. Je crois que c'est pas le rôle d'un président de la République que d'aller vendre des Airbus qui sont déjà vendus et qu'on fait que signer en apparence. Le rôle d'un président de la République, c'est de s'occuper, il le fait, je pense, il le fera pendant ce voyage, c'est d'occuper de ces grands enjeux. Les grands enjeux, c'est Fukushima.
puisque quand on parle de nucléaire, qui est une situation épouvantable, et qu'on met sous le boisseau et qu'on refuse de voir, une situation extrêmement grave, c'est les risques de guerre entre le Japon et la Chine, qui sont bien plus grave que les risques de guerre commerciale sur les panneaux solaires. C'est la potentialité du Japon de devenir une grande puissance dans des secteurs qui sont essentiels pour nous aussi, comme la robotique. Oui, vous dites qu'ils sont déjà à l'avance d'un cran, comme ils l'avaient été à une époque. Ils sont en avance dans tous les grands secteurs du demain, qui sont la robotique, les sciences cognitives, les nanotechnologies. Et il ne faut pas oublier que le Japon va rester un très grand acteur du XXIe siècle. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Moi, je rêve qu'ils reviennent avec un grand projet franco-japonais qui ne soit pas du même genre qu'ITER, parce que ITER, j'ai quelques doutes sur sa faisabilité. Jacques Attali, invité des matins de France Culture. On vous retrouve dans la deuxième partie. Bon, cela dit, Jacques Attali, ce livre se veut être manifeste au président de la République. Il ne se veut ni pessimiste ni optimiste. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas pessimiste ? Non, pas du tout pessimiste. Je pense que j'explique bien dans ce livre que la France a des atouts magnifiques, qui a un potentiel gigantesque et il faut savoir l'utiliser simplement. 8h17, c'est l'heure de votre chronique. Brice Couturier, bonjour Brice. Bonjour Marc. Régulièrement, Jacques Attali, vous venez nous menacer ici de déclin, d'effondrement, voire de faillite si nous persistons à refuser les réformes qu'exigent de nous à l'unisson la Cour des comptes, la Banque de France, la Commission européenne et maintenant l'OCDE. Vous prophétisez un risque révolutionnaire dont vous décelez les signes avant-coureurs dans la montée des exaspérations et on peut en voir encore un signe dans cet assassinat lâche qui a eu lieu la nuit dernière d'un militant du Front de gauche par des néo-nazis. Vous vous inquiétez de la conjonction des extrêmes autour d'un programme illusoire de renfermement sur soi. Mais puisque notre fameux modèle se révèle décidément inadapté à l'état actuel du monde, pourquoi ne pas refuser la compétition et recourir aux vieilles méthodes qui marchaient si bien dans les années 60 ? Le protectionnisme, le contrôle des changes, le rachat des dettes publiques par une banque centrale redevenue dépendante du pouvoir politique, le retour au franc faible, que sais-je, la nationalisation des banques, comme en 81, réforme dont vous avez été l'un des copilotes et que vous soutenez encore rétrospectivement. Les experts disent que ce sont là des illusions, que n'y avons-nous pas pensé plus tôt, nous pourrions continuer à vivre indéfiniment à crédit et même tous sur un très grand pied, mais vous n'empêcherez pas ces idées de séduire des Français qui ne savent plus à quel saint se vouer et qui n'ont pas tous fait comme vous Polytechnique et l'ENA. Notre État, nos administrations et collectivités territoriales sont peut-être redondantes, en sureffectif, inutilement complexes, budgétivores, disent-ils, mais le fait qu'un actif sur 4 travaille dans le secteur public permet à près de la moitié des foyers français de rester assurés de conserver un revenu fixe en cas de crise économique majeure et de chômage de masse. Si nous avons le taux de dépenses publiques par rapport au PIB le plus élevé d'Europe après le Danemark, c'est parce que nous consacrons aussi le taux le plus élevé à la redistribution sociale. Le marché de l'emploi en France est rigide, c'est vrai, mais s'il tend à décourager les embauches et à favoriser l'intérim et les contrats précaires pour les jeunes, il sécurise aussi l'emploi des salariés chargés de famille. C'est ce qu'on appelle l'édredon français. Et vous aurez bien du mal à convaincre d'y renoncer pour l'air du large une population qui voit fondre son pouvoir d'achat. Sans doute, oui, sommes-nous incapables de nous réformer, sinon, comme le disait Aaron, à l'occasion des révolutions. Toute notre histoire au cours des 2 derniers siècles le prouve. Sans doute, oui, ratons-nous presque systématiquement toutes les grandes révolutions industrielles, ne montant dans les trains qu'avec une génération de retard. On vous accordera aussi que nous avons eu tendance à tourner le dos à notre littoral maritime pour nous rêver en puissance continentale. Très tôt, nos rois ont opté pour un État terrien, donc centralisé et autoritaire, collecteur et distributeur de grains. Et cela nous aura conduit à nourrir un sentiment national ombrageux, méfiant envers l'étranger, porteur d'idées nouvelles, un tempérament hostile aux commerçants et aux banquiers. Vous nous dites aussi que nous sommes une nation de rentiers, gros et petits, d'autant plus attachés à nos petits privilèges, à nos maigres sinécures, que nous redoutons que toute réforme d'envergure nous prive du peu que nous avons conquis. Mais qu'entendez-vous par rentier ? Certes pas la classe de parasites du 19e siècle qui pouvait consacrer sa vie à l'oisiveté, plus ou moins élégante, et à la bonne ou à la mauvaise littérature. Non, ces rentiers-là ont été ruinés à plusieurs reprises par l'inflation et définitivement à l'occasion de la guerre de 14. Il semble que votre concept de la rente s'étende à tous les privilèges, aux multiples blocages que vous voulez faire sauter, aux avantages de statut procurant des revenus réguliers qui ne proviennent pas directement d'une activité productive. Vous rêvez d'un grand soir, d'une nuit du 4 août, au terme de
laquelle nous renoncerions tous à ces avantages acquis dans un grand élan de civisme égalitariste. Mais comme dit l'adage, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, que les autres commencent. Des réformes, vous en avez murmuré à l'oreille de l'ancien président Sarkozy et vous estimez à 1/3 celles qu'il a réellement mises en application. Citons quand même l'autonomie des universités, le statut d'auto-entrepreneur qui a attiré près d'1 million de personnes mais que la gauche remet en cause en ce moment, le licenciement à l'amiable, la représentativité syndicale qui n'a pas eu jusqu'à nouvel ordre l'effet escompté. À présent, vous suggérez 10 chantiers au président Hollande et vous lui présentez l'exemple de pays qui, confrontés avant nous au même genre de blocage que les nôtres, ont su se réformer sans avoir besoin de faire la révolution. N'y aurait-il donc pas de différence entre réformisme de droite et réformisme de gauche ? À combien estimez-vous vos chances d'être suivis par ce président-là ? La chronique de Brice Couturier, Jacques Attali. Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire. C'est pas un livre pessimiste, contrairement à ce qu'on vient d'entendre pourrait laisser croire, puisque je montre d'abord que la France a énormément d'atouts, très très considérables. C'est un grand pays, une grande puissance industrielle, avec un grand niveau scolaire, un grand niveau universitaire, un grand niveau de santé et une capacité de création et d'innovation tout à fait grande. Donc la France n'est pas du tout un pays perdu. Je dis simplement que nous sommes dans un changement de monde à l'échelle de la planète absolument gigantesque qui va se produire dans les 10 prochaines années avec une sorte de tsunami général qui a commencé, on le voit en Chine, on le voit partout à travers le monde, un tsunami à la fois écologique, technologique, idéologique. Et si la France n'agit pas vite, elle va se trouver dépassée par ce tsunami. Et nous serons encore longtemps, pendant une longue période, heureux, parce que nous sommes dans un pays très riche et que le déclin s'y voit lentement, et parce que nous avons, comme l'a dit M. Couturier tout à l'heure, vous dites qu'on préfère voir un déclin lent qu'une réforme rapide. Voilà, et on va vivre ce lent déclin avec chacun des groupes, des corporations, protégeant leurs avantages pendant un certain temps. Et ce n'est pas du tout exclu avec le merveilleux climat que nous avons, que nous ne le voyons pas pendant un certain temps. Maintenant, le bout de la route est clair, tous les chiffres le montrent. Notre perte de compétitivité fait que notre pouvoir d'achat décline et que notre niveau de vie va baisser, et que le chômage des jeunes va s'aggraver et que la situation de notre industrie va décliner. Nos grandes entreprises sont fictivement des grandes entreprises françaises, elles sont des grandes entreprises mondiales dont le siège est encore presque par hasard en France. Donc nous avons un potentiel de déclin considérable si nous ne réagissons pas. Or, j'ai écrit ce livre maintenant. Pourquoi ? Parce que j'enrage de voir que tous les politiques me disent en privé, oui, tout ce que vous dites, il faut le faire. Et puis ils dénigrent tout en public. Et en public, disent le contraire. Alors qu'évidemment, tout ce que je dis dans ce livre, tout le monde est d'accord pour le faire, mais personne ne va avoir le courage de le faire, alors qu'il faut le faire. Ce n'est pas des réformes de gauche ou de droite, ce sont des réformes social-démocrates, efficaces, qui ont l'obsession de la justice sociale et de la modernité. Voilà. Maintenant, et vous dites, cela dit qu'il a qu'un an, il a un an seulement pour alors, le faire. Il n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que j'écris ce livre maintenant. Quasiment pour lui, hein. Vous dites non, pour les Français. Non, c'est un livre pour les Français, parce que... vous dites dans l'action, il n'a qu'un an. S'il ne fait pas ça dans un an, c'est rappelé. Le président ne fera que ce que les Français lui demandent, et ce qu'ils sentent que les Français lui demandent. Si les Français, que j'espère nombreux lecteurs de ce livre, vont pouvoir faire pression sur leurs élus pour que des choses se changent, il y aura des changements dans l'année qui vient. Sinon, il ne se passera rien avant les présidentielles, parce qu'il y a les municipales, il y a les européennes, il y a les régionales, il y a les sénatoriales, et donc il ne se passera plus rien avant 2017. Et en 2017, le déclin sera beaucoup plus difficile. C'est comme dans toutes les affaires personnelles ou les affaires collectives. Plus on tarde à régler un problème, plus il devient difficile à régler. Et nous entrons dans une période où, si nous n'agissons pas maintenant, en 2017, ça sera plus difficile. Je ne dis pas que ce sera impossible. La France est un pays riche, elle a tous les moyens de retrouver sa puissance. Je dis simplement qu'il y a urgence aujourd'hui. Et si j'ai voulu écrire ce livre sur la France, c'est parce que je crois vraiment que mon pays mérite d'être sorti de l'ornière, qu'il en a les moyens, et que tout le monde en est d'accord en privé, et que c'est quand même vraiment très exaspérant de voir ce manque de courage collectif. Je voudrais un mot tout de même aussi vous demander, parce qu'après tout, vous ne parlez pas que d'économie, et dans le livre, vous parlez du pessimisme des Français, des guerres et des extrémismes qui peuvent chaque jour se tendre davantage. Comment, quand même, commentez-vous cette nouvelle d'hier soir totalement horrible de ce jeune homme tabassé donc par des skinheads et des gens d'extrême droite, Clément Méric, 19 ans, qui venait faire ses études à Sciences Po, venant de Brest, qui a été agressé hier vers 18h
déclaré en état de mort cérébrale. C'est ignoble, c'est honteux, ça mérite une réaction que j'estime extrêmement rapide et nécessaire de la police. Si c'est véritablement ce qu'on dit, c'est-à-dire un groupe très particulier, il faut que ce groupe soit très gravement sanctionné. Si c'est beaucoup plus, il faut agir, il faut être très... On parle du groupe JNR, un groupe jeune vigilant. Nationaliste révolutionnaire. Il y a dans la société française, comme dans toutes les sociétés en difficulté, des tendances à la violence. On le voit dans les activités politiques, là, on le voit dans les activités de criminalité, on le voit dans l'exaspération d'une société qui ne sait pas donner à sa jeunesse de vraies raisons d'utiliser son potentiel de croissance et de créativité autrement que dans la violence. C'est pathétique. Donc ça renvoie profondément au désespoir de la jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire prendre conscience tout de même de nouveaux gestes et de nouvelles actions politiques pour les politiques, quels qu'ils soient? Oui, bien sûr. C'est d'abord penser qu'aujourd'hui, la priorité, c'est la jeunesse et leur donner les moyens d'exprimer leur potentiel de vitalité autrement que dans la bêtise. Agnès Benassi-Kéré. Oui, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que pour qu'il y ait des réformes, il faut qu'il y ait une demande de réforme. Ça ne suffit pas que les politiques en soient persuadés, il faut que la population le demande. Alors, c'est peut-être un mal français, ça. La population n'a pas l'air de vouloir vraiment des réformes. Est-ce que, selon vous, c'est un problème d'information ou est-ce que c'est un problème classique selon lequel les gains sont diffus et donc il y a peu de gens pour défendre les réformes alors que les pertes sont concentrées et donc on voit bien que les professions peuvent s'organiser? Et comment remédier à ça? Quelle serait la méthode? Parce que finalement depuis de nombreuses années vous défendez des réformes et le rythme est décevant et donc qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une demande d'un seul coup sociale pour plus de réformes? J'essaie d'expliquer dans le livre que ça correspond à la tradition française qui n'est pas un pays maritime mais un pays rural. On aurait dû mettre la capitale dans un port, dites-vous, comme ailleurs. Comme ailleurs, parce que tous les pays qui ont un port comme capitale acceptent les innovations quand elles arrivent de façon plus ou moins rapide et plus ou moins, disons, progressive. Tandis que nous, étant un pays rural, nous n'acceptons pas ces mutations et nous les vivons de façon brutale. Et quand on regarde l'histoire de France, ne serait-ce que la plus récente, on ne s'est réformé que 3 fois, 45, 58, 80. Aujourd'hui, on a une sorte depuis 83 à peu près, on n'a rien fait, sauf des petites choses, rien. Et le pays continue à progressivement reculer. Alors, encore un instant, monsieur le bourreau, c'est possible, ça peut durer encore 5 ans, ça peut durer encore 10 ans, ça peut durer peut-être encore 20 ans. Mais mon devoir en tant que quelqu'un qui essaie de penser dans l'intérêt général et qui n'est pas d'autre ambition que de servir l'intérêt général, c'est de dire ce que je pense utile, c'est-à-dire que plus on tarde, plus la violence sera grande, plus le désespoir sera grand, et plus ce qu'on aura à perdre sera grand. Regardons ceux qui ont perdu en Espagne, ceux qui ont perdu en Italie, ceux qui ont perdu en Grèce. Nous ne sommes pas immunes de ces déclins, et même de déclins beaucoup plus profonds. Et si on veut l'éviter, il faut avoir le courage de le faire. Alors, il appartient aux hommes politiques de prendre ce genre de risque. Je crois... Quand je vois les publics que je rencontre en France, les gens avec qui je corresponds, les gens avec qui je parle, de toute nature, syndicalistes, mutualistes, coopératives, professeurs, chefs d'entreprise, cadres, etc., je vois au contraire une demande de changement. Il y a une demande je dirais une demande de chef, une demande de volonté, une demande d'action. Les Français ne sont pas du tout, comme on le croit, simplement crispés dans leur petite monopole personnel. Ils demandent un grand projet. Les Français sont d'un peuple qui rêve d'un grand avenir et il sait, ce peuple, que ce grand avenir... Nicolas Sarkozy était plus en mesure de le faire, était plus chef que le chef actuel de l'État. Non, Nicolas Sarkozy était plus capable peut-être de donner l'image d'une rapidité que dans la réalité, puisque malheureusement, il a choisi très vite d'arrêter les réformes pour privilégier sa réélection. Et les réformes qu'il a faites ensuite étaient vraiment des réformes politiciennes d'extrême droite. Je voudrais y revenir justement. Politicienne d'extrême droite, vous dites. Oui, j'ai bien entendu. Je répète bien, le discours de Grenoble, la circulaire Guéant ne peuvent pas être qualifiés autrement. Certains d'ailleurs disent au fond que l'assassinat de ce jeune homme d'hier, il ne faut pas tout mélanger, est lié au fond à des effets de politique passés. Non, faut pas tout mélanger. Tout dans le même ça. Il y a aussi des effets de clientélisme politique qui interdisent les réformes. Il ne faut pas se cacher qu'à droite, vous le dites dans le livre, et pas seulement à droite, on a fait baisser les impôts pendant toute la décennie
décennie 2000-2010. Jusqu'en 2012, en réalité, les impôts ont baissé tous les ans, alors que même que la dette publique ne cessait de croître. Donc on voit bien que la droite fait une politique favorable à sa clientèle politique. À gauche, vous nous dites qu'il faut supprimer les collectivités territoriales, c'est un millefeuille ahurissant. Enfin, pas certaines, il faut les regrouper, arrêter d'en créer sans arrêt de nouvelles, mais on voit bien que si la gauche a créé des collectivités territoriales, c'est aussi pour se recruter une base électorale, parce que c'est surtout les amis politiques qui sont recrutés dans ces collectivités territoriales, aussi bien comme fonctionnaires que comme élus. Donc on ne voit pas les politiques se tirer une balle dans le pied en faisant des réformes qui vont nuire à leur électorat. Et ça explique aussi pourquoi il y a ce double langage que vous condamnez dans votre livre. On voit bien qu'un Nicolas Sarkozy, en même temps qu'il prétend faire des réformes, critique la BCE qui lui demande de faire les réformes qu'il est en train de prétendre appliquer. François Hollande, vous voulez dire. Non, pardon, non, Sarkozy, qui, souvenez-vous des discours de 2007 où il attaquait la Banque Centrale Européenne, ses dictates, on était vraiment dans le discours... Enfin, Sarkozy, dans l'Aveyron, François Hollande a critiqué aussi... Oui, voilà, je voudrais finir, si tu veux bien me laisser finir. Je voudrais dire, il y a donc Sarkozy qui fait ça, et d'autre côté, il y a... Pardon, excusez-moi, Marc. Je voudrais finir. Et François Hollande, d'un côté, pareil, double discours que Sarkozy. À Leipzig, il fait l'éloge des réformes entreprises par Schröder. Quand il rentre à Paris, il les critique. Donc on voit bien que les politiques ont deux discours parce qu'ils ont des intérêts électoraux, ils ont les yeux fixés sur l'horizon de la réforme et en même temps, ils doivent tenir compte de ce clientélisme électoral. Donc comment sortir de cette impasse ? Que vous dire? Sinon, avec des hommes politiques qui auraient du courage. Je vois l'accumulation des réformes qui s'annoncent, qui n'est pas si mal au fond, qui est les retraites, la formation permanente, et peut-être d'autres. Mais d'abord, il faut veiller à ce que ces réformes qui vont arriver ne soient pas, ce que je crains, des fausses réformes. C'est-à-dire des petites réformes qui nous permettront de dire on a réformé, mais en fait on n'a pas réformé. Par exemple, la formation professionnelle, il y a un scandale à 32 milliards. On va finir par régler en disant qu'on a trouvé 7 milliards, qu'on a trouvé 700 millions. On aura gaspillé une occasion de réforme. L'école, tout le monde sait que l'école, ça ne marche pas, et je vous garantis qu'on aura bientôt une révolte des directeurs d'école, parce que les directeurs d'école n'ont pas ni les revenus, ni les moyens de diriger leurs écoles. Or, tout le monde sait que le seul modèle qui fonctionne, c'est un modèle où l'école a comme patron un directeur d'école qui est capable d'affirmer une politique. Toutes ces choses-là sont des évidences maintenant. Il n'y a plus besoin de faire d'études. Les études sont accumulées sur la réforme de l'administration. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais ce pays adore attendre la tempête. Eh bien, moi, j'écris cela pour montrer que la tempête n'est pas nécessaire, la tragédie n'est pas nécessaire, et que l'on peut aujourd'hui faire de ce pays un très, 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 très grand pays industriel, culturel, social et idéologique, même à l'échelle mondiale, s'il a le courage de faire comme les autres. Je donne, vous l'avez dit tout à l'heure, l'exemple de pays qui se sont réformés selon leur culture, la Suède, le Canada, l'Allemagne. Aucune de ces réformes n'est en soi applicable en France parce qu'elles correspondent à des cultures nationales. Mais au moins, eux, ils ont eu le courage de le faire. Pourquoi pas nous ? Quel est le pays qui, selon vous, a été le plus exemplaire? Vous parlez du Japon, par exemple. Non, je crois que le pays le plus exemplaire... Non, le pays le plus exemplaire ont été à un certain moment les Suédois, puis le Canada, puis l'Allemagne, même si la réforme allemande ne s'appliquerait pas, à mon avis, telle qu'elle en France. Aujourd'hui, un pays qu'il faut suivre de façon intéressante, c'est la Pologne, parce qu'il se réforme de façon très intéressante et très cohérente. Le nouveau gouvernement mexicain est un gouvernement très intéressant, parce qu'il vient de décider en quelques mois d'un grand nombre de réformes extrêmement cohérentes et vraiment complètes, et en associant l'opposition à ces réformes, même si c'est un gouvernement de gauche, très, très intègrement de gauche, il y a des pays qui savent faire, et qui ont compris que ce qu'on ne fait pas vite, on ne le fait jamais. Voilà. C'est ça l'important et essentiel sur quoi je voudrais insister. Ce qu'on ne fait pas vite, on ne le fait jamais. Mais vous savez bien que pour décider d'une vague de réforme, il faut avoir atteint le fond. Quand les Suédois ont lancé leur vague de réforme en 1993, ils avaient un déficit extérieur extravagant, ils avaient plus de 10% de déficit public annuel, et ils étaient vraiment au fond du trou. Pareil pour le Canada, pareil pour la Nouvelle-Zélande. La Pologne était aussi en très très mauvaise position. Il faut aussi vous souligner, vous le dites, et on ne le dit jamais dans les médias,
dire que la Pologne est le seul pays qui n'a pas traversé la crise en 2008, qui n'a jamais vu sa croissance réellement baisser. Mais nous sommes, on le dit souvent, nous ne sommes pas au fond du trou. Nous avons encore d'immenses réserves. Nous pouvons vendre les bijoux de famille. On voit des symboles aussi frappants que l'Élysée vendant sa cave. On voit les ministères vendant leurs immeubles. Ça peut durer encore quelques années en vendant les bijoux de famille. Nous ne sommes pas encore au fond du trou. Souvent, les politiciens, quand on parle avec eux dans les couloirs, ce qui m'arrive rarement, disent le jour où on sera vraiment au fond, alors à ce moment-là, il y aura un regain, il y aura la population prendra enfin conscience de la gravité de la situation, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, Jacques Attali. D'où ce livre pour pousser chacun d'entre nous à prendre conscience que ce sont des choses très simples qu'on peut faire, très concrètes, que les électeurs peuvent l'exiger de leurs hommes politiques et que si on ne le fait pas maintenant, eh bien, on sera tous responsables parce que chacun d'entre nous porte une responsabilité dans le refus de pousser à cette action, une responsabilité à l'égard des générations suivantes. Et les générations suivantes, c'est pas des générations qui ne nous concernent pas parce que même pour ceux qui sont aujourd'hui jeunes ou ceux qui sont aujourd'hui retraités, les générations suivantes, c'est eux qui paieront les retraites, c'est eux qui paieront la dette. Et si on ne prépare pas leur avenir, eh bien, notre propre avenir, à nous qui ne serons pas au travail sera terrible. Oui. Bon, mais enfin, ça, on en a bien compris, mais tout de même, concrètement, par rapport notamment au début à la première année du quinquennat de François Hollande, par rapport à des mesures qui ont été prises, comme la politique familiale, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens et que justement, au fond, il y a des actions concrètes qui méritent d'être soulignées, ou est-ce qu'on est encore loin du compte, puisque vous dites au fond qu'il y a encore un an tout juste et pas beaucoup plus pour arriver à redresser la barre, Jacques Attali. Non, d'où l'importance des 10 chantiers que j'ai essayé d'évoquer. C'est qu'on est très loin d'avoir le chantier énorme mis en place. On n'a rien encore lancé sur l'école, on n'a rien lancé sur le logement, on n'a rien lancé sur la formation professionnelle, on n'a rien lancé sur la francophonie, on n'a rien lancé sérieusement sur l'Europe, on n'a rien lancé sur la réforme de l'armée. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Brice Couturier. Vous nous dites donc que le pays est bloqué par une mentalité de rentier. Nous avons tous une mentalité de rentier, nous avons tous des petits avantages acquis, nous y tenons terriblement, nous arc-boutons dans un ultime effort avant que ça saute. Mais regardez, il y a déjà des facteurs de déblocage qui sont à l'œuvre, je pense en particulier à Internet. En même temps qu'il démocratise l'accès à l'information, qui fait sauter le monopole de la connaissance, il fait aussi tomber pas mal de citadelles, il casse les monopoles. Regardez des exemples encore très simples comme le fait qu'on peut dorénavant acheter ses lunettes sur Internet. Et que donc les taux de marge des opticiens qui commençaient en France sont scandaleux parce qu'en fait ce sont les mutuelles qui payent, c'est en train d'être rongé, c'est en train d'être rogné. Alors il y a des combats d'arrière-garde, mais quelque part la révolution numérique fait sauter un certain nombre de verrous. Un petit peu, mais en même temps il n'empêche qu'il y a quelques grandes entreprises, sans citer de nom, qui sur le secteur en question ont monopole sur les verres et qui donc permettent de vendre à bon marché les montures, mais pas les verres et conservent ainsi des règles sous prétexte de technologie qui est indéfendable. Donc non, et puis c'est pas ce serait quand même honteux qu'il faille attendre de la technologie qu'elle remplace le politique. Ce serait vraiment une forme de lâcheté, quoi, que d'attendre des autres qui nous imposent ce que nous pourrions faire. Dans ce cas-là, forcément, on aura la situation la plus inégalitaire qui soit. Mais est-ce que tout notre mal ne vient pas de ce que nous avons un regard auto-centré entièrement? Parce qu'après tout, ça va très bien pour d'autres, dans le monde, les pays émergents, la démocratie, et la dernière étude qui vient de paraître, qui augmente dans de nombreux pays. On va voir même, quels que soient les commentaires que l'on peut faire, notamment les questions des révolutions arabes, montrent bien qu'il y a des peuples qui sont de toute façon en mouvement, qu'il y en a plus qu'auparavant, et que le taux de pauvreté, aussi paradoxal que ça puisse paraître, a très fortement baissé. Donc est-ce que ça veut dire tout simplement qu'on ne se fait pas à l'idée que, oui, s'il y a déclin, c'est un déclin qui est juste que c'est un peu comme passe à ton voisin. Voilà, la Terre tourne et les équilibres sont en train de changer. On n'a pas de raison d'accepter un déclin. Nous sommes la première puissance industrielle du monde, nous, l'Union européenne. Nous avons une balance des paiements positive. Nous avons moins de chômage que les autres. Nous avons moins de dettes que les États-Unis. Nous pourrions être la première puissance du monde. Il n'y a pas de raison d'accepter de décliner. Aucune raison. Nous sommes potentiellement les grands vainqueurs du XXIe siècle. Parce que comme le XXIe siècle sera le siècle de l'économie de l'intelligence, où sera-t-on mieux placé pour faire des études, de la recherche et de l'innovation que dans ce
paradis terrestre qui est l'Europe, et en particulier la France. Donc non, il n'y a aucune raison d'accepter ce déclin. D'autant plus que la Chine ou les autres pays dont vous parlez ont en effet des potentiels de croissance très forts, mais ces croissances commencent de très bas, il y a encore beaucoup de pauvres. Si le nombre de pauvres dans le monde, contrairement à ce que vous avez dit, augmente, même si le ratio en proportion diminue, oui, mais le nombre de pauvres augmente. Il y a toujours 1 milliard de personnes qui dorment en ayant faim. Et enfin, nous nous trouvons dans une situation où aujourd'hui, la croissance trop rapide de certains pays entraîne des crises. Ce qui se passe en Turquie le montre, et la crise du modèle social suédois montre aussi que rien n'est jamais gagné. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'émeutes de ce genre, nous ne sommes pas à l'abri de désespoir. Et en France, les désespoirs conduisent toujours à des situations réactionnaires. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui accélérer la réforme de l'urbanisme, la réforme de l'école, enfin tous les chantiers dont je parle, si on ne veut pas se trouver à avoir à le faire à chaud. Voilà, mais donc on voit bien qu'il y a un risque réactionnaire. Ah oui, bien sûr. Brice Couturier. Mais précisément, une chose avec laquelle je suis un relatif désaccord avec les thèses que vous soutenez dans ce livre et que vous aviez déjà soutenues dans plusieurs, c'est que vous nous dites, quand la France est incapable de se réformer, là, nous sommes d'accord, il y a révolution, et comme je disais, Aron disait, la France ne se réforme qu'à l'occasion des révolutions. Mais pour vous, les révolutions, bizarrement, sont connotées négativement, parce que vous nous dites, après chaque révolution, il y a eu, en réalité, un retour réactionnaire, on a appliqué certaines des réformes, mais ça a provoqué un backlash. Pourquoi êtes-vous si méfiant à l'égard de l'idée de révolution? Après tout, on a fait des révolutions positives aussi dans ce pays. Oui, bien sûr qu'on a fait, on a fait des révolutions positives. On a fait toujours des révolutions qui ont amené des choses positives, mais après combien de douleurs? Si on avait appliqué les réformes de Necker, de Turgot et de Malesherbes, on aurait certainement évité la terreur, qui n'était pas nécessaire, et on aurait évité beaucoup de choses qui n'ont pas été véritablement utiles à la France, quand on voit toute la tragédie de la traversée des guerres napoléoniennes. Quand on a fait les réformes du Second Empire et la barbarie de la Commune, on aurait pu éviter la barbarie, non pas de la Commune elle-même, mais de la répression contre la Commune. Et on pourrait citer de nombreux exemples. Si on avait réformé en 1930, on aurait évité la chute de la France dans les années 30, et on aurait évité Hitler parce qu'on l'aurait attaqué avant qu'il soit trop puissant, etc., etc. Donc, à chaque fois, la révolution arrive après un cortège de désastres et de malheurs. Et parfois même, elle est suivie de contre-révolutions qui font que rien n'est efficace. Moi, je pense que aujourd'hui, le moment est venu de faire la réforme au rythme de la révolution. Voilà. C'est-à-dire de faire comme dans une révolution, c'est-à-dire très, très rapidement, mais dans un contexte démocratique. C'est-à-dire de faire beaucoup de choses en même temps, comme dans un temps révolutionnaire, mais dans un contexte démocratique. Si on ne le fait pas, eh bien, nous aurons un jour les malheurs qui précèdent la révolution, et puis la contre-révolution, et bien d'autres choses. Donc je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je dis, nous avons un potentiel énorme, mais saisissons-le, agissons. Bon, alors agissons, dites-vous, vous dirigez Planète Finance. Qu'est-ce qui fait au fond quand même que Jacques Attali, que vous ne vous engagez pas définitivement à nouveau en politique? Et que vous seriez au fond, puisque vous dites qu'il faut appliquer ce que vous dites et que après tout vous constatez qu'on n'applique jamais que le tiers de mauvaise grâce, pourquoi vous-même, après tout, vous ne partez pas au combat en politique pour dire je sais que moi je ferai des choses et partir. Mon combat aujourd'hui est international. Je travaille avec Planète Finance, qui est une ONG dans les quartiers du monde, et en particulier dans les banlieues françaises, à aider à la création d'emplois. Nous sommes très efficaces, très utiles, et j'espère continuer à ça. Par ailleurs, je suis un intellectuel, j'écris, je suis libre, et je pense que j'ai plus d'influence, me semble-t-il, en étant quelqu'un qui parle sans rien attendre, que quelqu'un qui, étant dans le combat politique, peut donner l'impression qu'il s'exprime pour obtenir un poste. Je ne veux et je ne souhaite aucun poste. Je souhaite le plus grand poste possible pour mon pays. Vous ne repartiriez pas, comme vous l'avez été longtemps, ce qu'on appelait Sherpa du président de la République, ou tout de même là, vous avez eu une influence politique très, très grande auprès de François Mitterrand. Je pense que mon rôle est de dire la vérité, de façon à être entendu de tous, sans que personne ne pense que je puisse avoir une arrière-pensée tactique personnelle. Le meilleur à Matignon, ça serait qui pour vous, pour mettre en œuvre les réformes que vous souhaitez? Pour l'instant, on a une équipe. Il faut que cette équipe réussisse. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut changer l'équipe, loin de là. Je pense que cette équipe
doit réussir. Pour ça, il faut qu'il y ait une pression qui monte du pays pour que les choses aillent plus vite. Mais vous, c'est un job qui ne vous intéresse pas? Aucun job public ne m'intéresse. Qu'en est-il, cela dit, de votre regard justement pour expliquer au fond comment nous sommes un peu empêtrés dans nos problèmes qui sont parfois des problèmes de riches, justement la question des fameuses révolutions arabes et notamment la question de la Syrie. Parce que quand on parlait tout à l'heure de la prise de décision aujourd'hui, la prise de décision sur les questions économiques, comment voyez-vous que cette prise de décision, si elle devait avoir lieu ou pas, par exemple sur la Syrie, soit à ce point retardée par des lectures factuelles des événements très contrastées? La France part au combat quasiment, est prête à partir au combat en disant voilà, nous avons la preuve qu'il y a des armes chimiques, et les États-Unis n'en finissent pas de déplacer un peu plus avant encore la fameuse ligne rouge qu'ils auraient fait intervenir en cas de preuve d'armes chimiques. Maintenant, il n'y a pas assez de preuves. Comment vous voyez tout cela? Et cela peut donner l'impression par rapport aux citoyens dont vous dites qu'il faudrait qu'ils se mobilisent, que justement aussi, il y a un tel désaccord au plus haut niveau dans les prises de décision, que pourquoi est-ce qu'au fond, le citoyen lui-même lambda se déciderait à enfourcher un pas que d'autres au plus haut niveau n'enfourchent pas? Et sur la question de la diplomatie internationale, il y a un désarroi par rapport à ce qui se passe en ce moment. Le citoyen ne peut pas être maître de tout, et c'est vrai que là, en matière de ce qui se passe en Syrie, comme dans ce qui se passait au Mali, la décision appartient au plus haut niveau. Au Mali, c'était à la France. En Syrie, c'est sûrement l'OTAN tout entier. Il faut laisser les organisations internationales jouer leur rôle. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un besoin très fort d'organisations internationales qui se renforcent, et un état de droit qui se renforce. Je suis pour faire pression pour que l'organisation internationale compétente, qui n'est pas très claire, mais qui est plutôt les Nations Unies, mette des observateurs le plus rapidement possible en place en Syrie et tente de faire partir ce régime épouvantable le plus tôt possible. Maintenant, on peut se demander si ce n'est pas là aussi trop tard et si on n'a pas engagé une bataille entre deux barbaries. Et que cette région devient très dangereuse, parce que s'il y a du gaz sarin disponible, il va menacer la Jordanie, le Liban, Israël, l'Égypte, et on va le retrouver un peu partout sur la planète.